Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast pour le futur. Aujourd'hui, on va se poser la question, peut-on lutter efficacement contre ses adversaires sans compromettre ses valeurs, sans utiliser des moyens qui peuvent être en contradiction avec nos valeurs? C'est quoi un stéréotype de genre? Comment dépasser une nation? Comment prendre la parole quand on est invisibilisé? Est-ce que je suis privilégiée? Comment je me déconstruis? Comment faire face à l'angoisse? C'est quoi un biais raciste? Qu'est-ce que le patriarcat? Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'allié? Pourquoi s'engager? Est-ce que toutes les luttes sont liées? Pour ça, je vais discuter avec deux invités, Alex et Salomé, et je vous laisse vous présenter. Alex, tu commences? Moi c'est Alex, elle. Pour ce qui est de mon point de vue, je suis une personne trans qui a beaucoup participé à des luttes écolos, qui a commencé par des luttes écolos, et qui m'intéresse du coup au sujet du genre aujourd'hui, mais aussi de la justice sociale. Voilà, principalement. Moi, du coup, c'est Salomé. J'ai commencé par des luttes féministes et maintenant je suis dans un collectif afro-féministe. Enfin, on n'essaie pas de dire ça, on dit plutôt décolonial, parce que ça englobe des personnes qui ne sont pas afrodescendantes. Et donc, j'ai une approche d'abord théorique, c'est vrai, parce que j'ai commencé dans les luttes féministes plutôt. Enfin, c'est du militantisme, mais c'est ce qui ne se concentre pas forcément exclusivement sur la rue et les actions. Mais je pense quand même pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice. Voilà. Très bien. Et moi, c'est Nicolas du podcast pour le futur. Et du coup, on va discuter tous les trois de cette question. Déjà, pour commencer, c'est quoi les premières choses qui vous sont venues quand vous avez vu le sujet? Est-ce que vous pensez qu'il y a des termes sur lesquels on doit se mettre d'accord pour bien se comprendre pour la suite? Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose un peu large qu'il faudrait qu'on fixe d'abord pour bien se comprendre pour la suite? Peut-être la question de la violence. On se dit que la violence est plutôt contre les personnes et pas contre les biens, qui serait plutôt de la dégradation. Et après, moi, à titre personnel, je fais la différence entre la violence, on va dire, militante, qui répond à une violence structurelle et systémique, et des crimes de haine. Voilà. Et est-ce que l'une d'entre vous peut essayer d'expliquer un petit peu ce que vous entendez par violence systémique? Oui, c'est des violences qui sont, qui relèvent d'un système, on va dire. Par exemple, les violences, je vais parler des violences racistes, du coup, je te laisserai parler des violences transphobes. La discrimination à l'embauche, la discrimination au logement, toutes ces discriminations-là qui concernent les personnes racisées, notamment aussi la prison, qui emprisonne beaucoup plus facilement les personnes racisées, les hommes racisés, mais l'école aussi, dans une certaine mesure, et même, oui, voilà, l'école. Du coup, tu m'as ouvert la porte là-dessus, oui. Je vais profiter effectivement pour rajouter ce que tu as listé, effectivement, ça fonctionne pas mal aussi pour les personnes trans. J'ajouterais qu'effectivement, il y a une violence médiatique de par du coup les choix qui peuvent être faits, des sujets qui sont abordés par les politiciens et politiciennes, et les épouvantails rhétoriques qui peuvent être réutilisés chaque année pour trouver sur qui taper. Et les personnes trans, c'est un mets de choix régulièrement, que ce soit aux États-Unis mais aussi en France. Et on voit régulièrement des lois transphobes qui apparaissent ou certaines lois qui avaient tendance à protéger disparaître. Sur l'aspect carcéral, il faut voir que les personnes trans en prison, c'est pas la joie. On a une camarade qui est actuellement à l'isolement, parce que du coup c'est une meuf trans qui est dans une prison pour mecs. Et donc disons qu'elle allait dans cette prison parce que spécifiquement il était censé y avoir donc quelque chose d'adapté pour cette personne-là. L'adaptation en question, c'est la mettre à l'isolement. Voilà, c'est une détention provisoire, donc en plus 6 fois à la fin elle a quitté. Bref, la violence systémique, c'est aussi ça. La violence en soi, c'est contraindre en fait les gens ou les individus à quelque chose. Ce qu'on pourrait aussi détailler, c'est qu'il y a la violence physique, puisque là on a parlé aussi de dégradation. La dégradation est forcément
plutôt physique. Et il y a aussi la violence psychologique. Il y a dans les violences institutionnelles beaucoup de violences psychologiques. Et donc la répression, sous toutes ses formes, est une forme de violence. La première violence, en général, quand on décrit violence, il y a non, c'est pas vrai d'ailleurs ce que je dis. Il y a la violence des institutions, la violence systémique, la contre-violence, la violence révolutionnaire, la violence du coup des opposants. Et donc la troisième violence, la violence de la répression qui est là pour s'assurer que la seconde violence ne fasse pas de dégâts et pas de soucis au niveau de l'ordre établi. Et la violence qu'on subit en tant que personne trans, c'est beaucoup aussi la violence de la répression. Et j'ai évoqué les États-Unis tout à l'heure. Il faut voir que historiquement et aujourd'hui encore, les keufs ont quand même vachement tendance à être transphobes et à ne pas hésiter à passer à l'acte. Il y a nombre d'exemples de bars queer qui ont été saccagés par les keufs, de personnes tabassées dans la rue sans aucun motif. Aujourd'hui encore, on a des actes d'une violence inouïe qui sont perpétrés contre des personnes trans et aussi en France. Ok, donc pour la suite de notre discussion, on se met d'accord sur le fait que ce qu'on appelle violence, c'est quelque chose qui va viser des personnes, alors que si c'est des biens, on va dire dégradation, et que dans la violence, il ne faut pas penser seulement à la violence physique, mais aussi à la violence psychologique, et qu'il y a différentes échelles, il y a de la violence systémique, et de la violence de répression, et puis de la violence qui peut... Enfin, ce que tu as appelé contre-violence, justement, on commence un petit peu à être dans le sujet, on les a différenciés là jusqu'à maintenant, donc ça commence à répondre à la question. Mais voilà, donc c'est les termes qu'on va utiliser pour la suite, et on ne reviendra pas dessus, on ne va pas forcément débattre, c'est tout un sujet de débattre de ce qu'on met dans violence ou pas, dans nos luttes on se pose souvent la question, et là on va plutôt se demander, donc là par rapport à notre question, la violence est-ce que c'est acceptable comme moyen d'action sans compromettre nos valeurs, est-ce que c'est compatible comme moyen de lutte sans dévier de nos idéaux. Du coup, maintenant qu'on s'est mis d'accord sur les termes, à quoi ça vous fait penser en premier? Qu'est-ce qu'il y a des choses que vous voulez nuancer dans la question? Moi, je pense que ce serait chouette qu'on se mette d'accord sur ce que sont nos idéaux, sur quoi en fait, pourquoi est-ce qu'on se bat et qu'est-ce qu'on espère pour demain. Moi, dans l'idée, je tendance à dire quand même qu'il y a un socle commun qui est l'empathie et du coup la solidarité qui en découle. Et que globalement, les personnes ici présentes ont à cœur de se battre contre les différentes formes d'oppression. Peut-être pas toutes, puisque voilà, il faut s'instruire et accorder du temps sur les sujets. Mais que globalement, donc, on est contre les formes d'oppression et contre du coup cette première violence qui est du coup la violence du système contre les individus, et pour une solidarité, et que perdre cette solidarité, ce serait effectivement par exemple quelque chose qu'on voudrait éviter dans nos luttes. Oui, moi je suis assez d'accord, c'est vrai que dans les luttes en général, il y a beaucoup de disputes internes aux luttes, parce que machin fait pas exactement comme moi, etc. Mais je pense qu'on peut s'entendre sur le fait qu'on est pour des personnes de gauche qui n'ont pas d'idées discriminantes envers un autre groupe. Et à partir de là, je pense qu'on a des valeurs communes, même si on n'est pas d'accord sur tous les points. Du coup, tu as parlé d'empathie, de solidarité et de lutte contre les oppressions. Du coup, ça pose un peu la question est-ce que dans un but d'aller vers une société qui serait plus... où il y aurait plus d'empathie, de solidarité et où on aurait éliminé le plus possible les oppressions, est-ce que pour arriver à ça, on peut utiliser des moyens qui soient pas forcément en accord avec ça, et aussi la question ça peut être, est-ce que c'est vraiment en désaccord avec nos valeurs d'utiliser ces moyens-là? Déjà, c'est vrai que la réappropriation de la violence, parce que c'est aussi de ça dont on parle quand on est des personnes minorisées, queer ou racisées, ça peut faire partie de nos luttes, mais ça peut aussi tout simplement faire partie de nos vies. Quand il y a des personnes, des femmes ou des minorités de genre qui font de la boxe par exemple, pour se dire comme ça peut-être dans la rue je serai préparée, s'il m'arrive quelque chose, alors que la plupart des agressions ont lieu dans le foyer, mais bon voilà, ça part de là en fait, c'est de se dire je serai capable de répondre à cette violence, et ça,
c'est déjà se dire, il y a des personnes qui sont menacées dans leur vie, même sans lutter en fait. Et c'est ça aussi la différence avec peut-être le camp adverse, enfin clairement avec le camp adverse, c'est que les fachos et tout, ils descendent dans la rue pour taper alors que personne ne leur a rien demandé, leurs vies ne sont pas menacées en fait. Donc voilà, et après dans nos luttes, c'est vrai que la violence parfois, la violence, disons que la capacité à la violence déjà parfois, ça peut être très utile. Rien que de se dire, ok, s'il y a, on est dans une manif, s'il y a les meufs de Némésis qui arrivent, bon, encore que peut-être elles ne nous appelons pas, mais les mecs, les fascistes qui arrivent, on est capable de riposter, quoi. Némésis, c'est un collectif féministe, féministe, voilà. Avec tous les guillemets que je peux mettre, fémo-nationalistes, disons, donc des femmes qui luttent contre les hommes racisés et les trans, voilà. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et j'aimerais souligner le fait qu'il y a un nuancier de manière de se battre contre le système. Et effectivement, tu as aussi parlé des personnes queer et ça me fait penser au mouvement Bashback et aux Toto, aux autonomistes qui peuvent fonctionner donc, aux États-Unis, qui se rapproprient la violence et la justice en allant faire justice eux-mêmes, se considèrent pas comme militants ou militantes, mais se considèrent comme des crews, des équipages voilà, de personnes qui assurent leurs propres moyens de subsistance et qui ont leur propre système et qui vont aller donc chez des personnes qui sont accusées de VSS pour rendre justice elles-mêmes par la violence. Par ailleurs, on a aussi dans les mouvements plus militants, moins, je dirais, plus dans l'engagement politique, et moins moins concentré sur leur propre subsistance, on va aussi avoir donc des notions qui vont amener à une forme de violence intrinsèque au mouvement, et souvent la notion d'urgence amène à des dérives assez importantes, et on le trouve dans beaucoup de milieux. Récemment, c'est dans le milieu antispéciste que sont sortis un certain nombre d'informations et d'articles pour dénoncer ces violences-là, notamment autour de l'utilisation de militantes comme des moyens, finalement, comme des pions, pour citer les mots, et de ne pas considérer le care, le soin, dans la lutte en tant qu'objectif, certes peut-être secondaire, mais en tant qu'objectif en soi. Et donc voilà, utiliser les gens comme des ressources et accepter qu'il y ait des rapports de pouvoir qui se fassent à l'intérieur, une verticalité. Ouais. Donc effectivement, c'est des nouvelles oppressions qui se recréent au sein de ces mouvements qui se veulent à la base autonomes, mais en créant leur autonomie, reproduisent des schémas qui ressemblent à ceux de l'État, quoi. Oui, et puis ce que tu disais par exemple, alors j'ai pas tout retenu, mais ce que tu disais par rapport aux gens qui vont se faire justice par rapport aux personnes qui ont commis des VSS et tout, ça me fait penser justement qu'il ne faut pas confondre notre moyen d'action qui parfois est la violence et juste la vengeance. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que les féministes, par exemple, elles veulent se venger, ou que les personnes racisées veulent se venger. D'ailleurs, ça se voit dans les films que les blancs réalisent, les esclaves, ils reprennent leur liberté en tuant tous les blancs, comme si c'était vraiment une histoire de vengeance. Idem pour les femmes avec le rape and revenge, où les femmes, une fois violées, elles vont tuer leurs violeurs ou carrément tous les hommes et tout. Et même si c'est extrêmement jouissif pour moi de voir des hommes se faire tuer, en fait, c'est pas du tout ça le militantisme, parce que nous, on essaie de casser un système en fait. Donc c'est pas juste de la vengeance, quoi. Voilà. Et par contre, ce que je voulais dire, c'est que y a un anthropologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Mathieu Burgalassi, qui parle de phénomène de brutalisation pour dire qu'en fait, on ne se voit pas devenir une personne violente et dangereuse en fait. Donc on se dit, je vais aller à un petit cours de boxe pour voir un peu comment je peux me défendre et tout. Et si des personnes à ce cours de boxe, par exemple, tiennent des propos vraiment dans une enthousiasme de la violence, voilà, sans faire attention à comment on l'utilise, dans quel cadre et tout, et on ne se voit pas devenir une personne violente et dangereuse. Du coup, c'est intéressant ce dont vous avez parlé sur la violence au sein des mouvements, parce que du coup, pour l'instant, au début, on s'était posé la question d'utiliser la violence contre des cibles, contre des adversaires ou contre un système. Et donc là tu dis qu'il
que la violence, elle peut se produire au sein de ses propres militants ou militantes dans un mouvement. Donc c'est vrai qu'il y a cette question-là qui fait un peu le lien, j'ai l'impression, avec... en fait, si on veut aller vers nos idéaux, il faut qu'on lutte contre la violence au sein même de de nos mouvements pour éviter qu'on reproduise le même problème que la société. Et est-ce que vous avez dit sur le fait que même au-delà de lutter politiquement, rien que pour la survie, ça peut être important d'avoir recours à la violence. Ça me fait penser que c'est quelque chose qu'on a un peu évoqué quand on a essayé de préparer le sujet un petit peu. On s'est rendu compte que peut-être que se poser cette question-là, c'était une question de privilégié, dans le sens où on a le choix de ne pas utiliser la violence, et que du coup, rien que se poser cette question-là, c'est déjà un peu un privilège, parce qu'il y a des tas de personnes qui n'ont pas forcément le choix d'utiliser la violence, que ce soit dans un plan global, politique, mais même pour la survie au quotidien, quoi. Oui, c'est vrai que on n'est pas actuellement dans notre pays et à notre époque, on n'est pas dans une situation de révolution où notre vie est actuellement suffisamment menacée pour la mettre en jeu et donc prendre les armes. Et par ailleurs, j'ai un certain nombre de personnes que je fréquente dont la vie est déjà en jeu régulièrement, qui sont beaucoup plus enclins à se mettre en danger, qui ont admis qu'ils finiraient en prison, ce qui est par exemple pas mon cas, et qui ont une vision du sacrifice qui n'est pas la même que la mienne. Là où moi je vais lutter contre le sacrificiel au sein d'un certain nombre de luttes qui ont ces tendances-là, qui finalement nuisent au mouvement, elles eux sont dans cette vision-là de fait, puisque sont déjà proches finalement d'une situation qui est déjà catastrophique en soi. Donc oui, il y a ce phénomène-là qui est effectivement, je pense notamment selon les sujets de lutte, plus ou moins présent. Et donc, comme je disais, la situation d'urgence qui va avoir tendance à accentuer fortement ce phénomène-là. Mais ouais, j'avoue que je suis d'accord avec l'analyse de dire que se réserver le droit de choisir entre la violence et la non-violence, c'est peut-être déjà une posture privilégiée, on va dire. Moi, je suis souvent je suis moi-même lesbienne, mais je suis souvent dans des milieux queer et j'entends parfois des gens dire des choses style de toute façon, moi c'est sûr, un jour je vais me faire attraper, ça faut que ça m'arrivera, puis c'est tout. En fait, on leur a tellement dit que la violence, il faut pas répondre par la violence et tout, que elles eux-mêmes persuadées qu'elles subiront de la violence se disent j'y répondrai pas. Et ça c'est quelque chose qui me pose problème quand même. Donc si ces personnes sont quand même très visées par les violences, il faut quand même pouvoir les armer contre ces violences, quoi. Par ailleurs, j'ai aussi un exemple spécifique qui peut-être peut apporter une forme de nuance à ça. Chez les street medics, il y a un problème de masculinité. C'est des gens qui sont forcément confrontés à beaucoup de violences, puisqu'il y a une violence physique, mais aussi psychologique, puisque les personnes donc, victimes des violences policières viennent les voir, ou alors sont évacuées pour aller les voir. Et par ailleurs, donc, ces gens-là sont confrontés à beaucoup de violences. Mais il y a un problème de masculinité, d'héroïsation, de syndrome du sauveur, et on retrouve très régulièrement des médics torse nu faire du mansplaining à des infirmières confirmées. Et ça, c'est une lutte dans la lutte qu'on a du mal à avancer, parce que les gens sont ancrés dans le milieu depuis longtemps, on ne sait pas les accompagner proprement vers une déconstruction, on ne sait pas les exclure non plus, puisque beaucoup de gens sont indispensables, se sont rendus indispensables. Et c'est... Ouais, il y a une situation... Voilà, il y a ce petit milieu-là qui est intéressant, je trouve, puisqu'on y retrouve la lutte dans la lutte. Des violences internes, des violences externes, des gens qui sont régulièrement face à des actes très violents de par la répression, de par l'État, mais qui par ailleurs se questionnent aussi sur du sacrificiel, est-ce que finalement on n'est pas en train de faire ça pour les mauvaises raisons, je reste à la tente médic jusqu'à 3h du matin, est-ce que je suis pas en train de me rendre indispensable, est-ce que je suis pas en train de faire le sacrificiel, est-ce que je ne fais pas ça aussi pour l'ego?
Et ces questions-là sont quand même présentes dans ces milieux-là, mais comme je le disais, on peine à avancer parce que la lutte dans la lutte, c'est beaucoup d'énergie, alors qu'il y a déjà beaucoup d'énergie à consacrer sur la première lutte. C'est vrai. Mais du coup, c'est vrai que si on sort de notre milieu à nous, comment répondre à nos adversaires? Du coup, moi, je considérais que nos adversaires, c'est les fascistes, donc ceux qui réclament une violence légitime contre un groupe qui serait un ennemi intérieur. Donc, typiquement, les gens qui votent RN, enfin, ça commence vraiment à RN, puis après ça va jusqu'à Zemmour et tout, mais voilà. Mais en fait, il y a un moment où on se dit, parce qu'on se demande si on est légitime d'utiliser la violence contre ces personnes, mais comment est-ce qu'on peut leur répondre autrement? Il y a un stade où on ne sait plus comment leur répondre, en fait. Enfin, ça me fait penser au sketch, je ne sais plus comment il s'appelle, l'humoriste, mais c'est est-ce qu'il est raisonnable de taper un nazi? C'est qu'à un moment donné, est-ce qu'on peut discuter, est-ce qu'on peut tranquillement se dire alors on va essayer de convaincre un nazi d'arrêter d'être ce qu'il est en fait. Enfin, il y a cette question aussi qui se pose. Comment est-ce qu'on lutte par notre théorie, nos podcasts contre le fascisme en fait, et une menace qui est de plus en plus présente quand même en France. Pour moi, il y a quand même après, je pense ça c'est peut-être un petit peu une aparté, mais pour moi, il y a quand même deux types d'individus, ceux qui vont provoquer effectivement ces idées nauséabondes et qui vont provoquer donc de fait un endoctrinement et légitimer la violence qui est du coup subie soit par les personnes minorisées, soit directement par les militants. Récemment, le fait de parler d'éco-terroristes a permis de légitimer des moyens d'enquête particulièrement impressionnants sur les personnes qui faisaient donc de la résistance écologiste. Et par ailleurs, donc, la notion de grand public est à elle-même à critiquer, mais les gens qui écoutent les médias et qui finalement acceptent ces idées-là, et je pense qu'effectivement il est plus raisonnable d'essayer de discuter avec les personnes qui se sont laissées convaincre récemment par ces idées nauséabondes-là, et je pense, au-delà des mots, qu'il faut montrer aux gens qui sont xénophobes à quoi ça ressemble les camps de migrants. Je pense qu'il faut les amener à voir ce que c'est que la misère pour que finalement ces gens-là comprennent par le fait, par la vision. Peut-être que ces gens-là qui se laissent, admettons, influencer par BFM TV ou quoi, c'est peut-être pas nos adversaires aussi. Ça peut l'être dans certains contextes, mais moi je parle vraiment de personnes qui sont absolument convaincues. Et on leur montrerait un camp de migrants, peut-être qu'ils seraient contents de voir que ces personnes-là sont bien dans la merde, quoi. Donc c'est peut-être ces personnes-là nos adversaires, et il y a un stade où comment est-ce qu'on peut les affronter d'une autre manière que par leurs propres moyens, quoi. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas forcément des adversaires, mais en même temps, j'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a un système d'oppression, il y a des personnes qui sont pas forcément ultra convaincues par le truc, qui jouent un rôle important quand même en véhiculant des trucs, en véhiculant des idées et en étant le propre agent de l'oppression au final, sans forcément que ce soit conscient ou pas. Du coup, oui, c'est vrai que c'est pas forcément une cible, mais c'est plus des gens à qui on a envie d'expliquer les choses, effectivement, de leur montrer la réalité, les statistiques, quoi que ça puisse éveiller en eux. Mais voilà, moi je les considère pas comme fondamentalement des adversaires. Et d'ailleurs, en fait, avec votre question, moi j'avais séparé en fait les adversaires. Qui sont mes adversaires en fait? En tant que féministe, par exemple, un mec qui harcèle sexuellement une collègue, c'est un adversaire. Mais je vais pas utiliser les mêmes moyens contre cette personne que quelqu'un dans la rue, un facho qui porte un discours politique, quoi. Enfin un discours visible, médiatique, et qui peut vraiment enrôler des gens, quoi. Du coup, effectivement, tu viens de dire que on a des situations où on peut être face à différents adversaires, mais il y a des adversaires qu'on pourra jamais convaincre et qui participent à exercer une violence systémique sur des personnes qui sont opprimées. Et dans ce cas-là, la violence n'est pas forcément un choix, mais ça peut être nécessaire pour la survie ou nécessaire pour la lutte. Et dans ce cas-là, on peut se demander comment ces personnes le vivent, comment on fait pour se mettre à utiliser un moyen qui est la violence, alors que ça fait pas forcément partie de nos valeurs et qu'on a été éduqués pour éviter ça à tout prix.
ça doit être mal vécu. Est-ce que vous avez des... Enfin, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous avez des exemples ou est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ça? Des pistes peut-être de réponse. Déjà, la réponse violente, elle doit être proportionnée. C'est-à-dire que on fait pas plus de dégâts que la personne à la base en a causé. Enfin, j'imagine. Et après, moi, mes valeurs, c'est... Enfin, je suis pas non violente, quoi. C'est vraiment que la violence, ça doit pas être un idéal. Ça doit rester vraiment un moyen. C'est pour ça que je dis qu'en fait, les fascistes, c'est vraiment des gens qui disent nous avons droit à la violence contre ce groupe-là parce que ce groupe-là est un ennemi intérieur. Et tant que ce groupe-là existera, notre violence, elle existera en fait. Alors que nous, notre violence, c'est un moyen pour répondre en fait à cette oppression. Du coup, c'est pas exactement la même chose. Du coup, moi, je suis pas fondamentalement non violente. Et pour moi, la seule manière de perdre mes valeurs, c'est d'avoir les leurs en fait. C'est d'avoir leurs valeurs à eux. Je sais pas si je réponds exactement à la question, mais c'est vraiment des pistes parce que je trouve que le sujet est ultra profond. Quoi. Et je suis fondamentalement assez d'accord avec toi, mais j'irai plus loin en disant que même au-delà, je pense que est-ce que la violence doit être proportionnée? Ça dépend si on répond à la violence ou si on cherche à gagner du terrain. Quelque chose alors c'est plutôt un exemple historique, mais quelque chose qui m'a beaucoup marqué, ça a été d'en apprendre plus sur les armées vertes, qui est du coup des armées de paysans ukrainiens anarchistes, qui gagnent du terrain en libérant commune par commune leur pays. À l'ère où on est en pleine révolution russe et où la révolution a été appropriée par des grands penseurs qui veulent instaurer une dictature du prolétariat qui, par définition, est réinstaurer un nouveau système d'oppression et qui nécessite donc de la contre-révolution en instaurant la Tchéka, par exemple, et l'armée rouge, qui par essence même sont des formes de violence institutionnelle. Par ailleurs, il est opposé donc, ces armées de paysans qui sont autonomes et qui n'hésitent pas à aller au-delà d'une réponse et à regagner du terrain, à se rapproprier leur pays, leur terre, et en fait n'ont pas ce questionnement-là de savoir si pour eux, oui, peut-être qu'il faudrait qu'on soit moins violent. Non, on va se débarrasser des bourgeois et des militaires qui contrôlent en fait les communes. Et voilà, c'est parce qu'il y a une situation, un contexte un peu particulier qui légitime. En fait, c'est beaucoup une question pour moi de légitimité et des mœurs qui sont en cours dans l'espace-temps dédié, qui font que on a certaines formes de violence qui sont moins acceptables. Et aujourd'hui, on peut se permettre de dire qu'il y a une violence psychologique envers des ouvriers appartenant à certains industriels quand ils peuvent pas travailler. On se permet de dire ça parce qu'on est dans une situation de paix et où on arrive à trouver ce nuancier-là de violence, mais il faut voir que dans certains autres contextes, on se pose pas du tout les mêmes questions. Et je pense que là, aujourd'hui, on se questionne là-dessus parce qu'on est aussi dans une période de changement important et on se demande donc s'il faut réadapter ces outils-là que nous, on considère peut-être qu'on considérait comme trop violents, parce que nos mœurs nous ont amenés à le penser, parce que l'État et les médias nous ont amenés à le penser, et on se questionne donc de à quel point on les relégitimise, et à quel point ce serait trahir nos convictions ou non. Puis la situation aussi faisait qu'on n'avait pas forcément tout de suite besoin de cette violence, mais rien que par exemple à l'entre-deux tours des législatives, quand il y a eu cette victoire, cette demi-victoire, on va dire, du RN, il y a des gens dans la rue qui ont commencé à être hyper violents envers les personnes racisées. Moi, ma sœur, elle a été insultée, on lui a craché dessus, etc. Donc évidemment, il y a la sidération de « Ok, il y a une semaine, ça allait, on m'a insulté dans la rue, mais ça va, maintenant on me crache dessus, et si le RN passe, on en sera où en fait ?» Et après, c'est vrai qu'il y a des luttes où c'est un peu contre son camp d'être violent parce que c'est des populations qui sont déjà vues comme violentes. Par exemple, je pense que le fait que Martin Luther King et tout, ils aient décidé d'avoir des luttes non violentes, c'est aussi pour dire, ok, on est des racisés, mais on n'est pas forcément des sauvages.
Et faire les sauvages, on va dire, ça aurait été complètement CSC, enfin contre son camp. Mais parfois, ce serait bien. Par exemple, j'ai retrouvé, je suis sur Instagram et je crois que mon fil d'actualité n'a toujours pas compris qui j'étais. Et j'ai eu une citation de Demi Moore, je ne sais pas du tout si elle se considère comme féministe, mais elle a dit la phrase « On n'est pas contre les hommes, on est contre les cons ». Et alors, je pensais que c'était synonyme, mais je suis allée vérifier. En fait, les hommes, c'est des cons, mais avec des privilèges. Et donc, en fait, le féminisme, ça consiste à leur faire perdre leurs privilèges. Sauf que si on leur dit « Mais non, vous inquiétez pas, on n'est pas contre vous, mais ça va bien se passer », ben on sera toujours pris comme des guignols, en fait, et nos luttes, elles passeront pas. Donc, si le mouvement féministe était un petit peu plus agressif, peut-être qu'il serait déjà un peu plus pris au sérieux, en fait, y compris, que ce soit par l'État. On est quand même beaucoup moins fliqués, on est beaucoup moins arrêtés, on va dire, quand on est dans des manifs féministes, quand on est moins gazés, en général, que quand on est dans des manifs antifa, ils disent « Oh, bon, c'est les femmes, elles font leur promenade le samedi après-midi, donc c'est bon, c'est pas très grave. » Mais aussi, en général, dans les médias, on est un petit peu vu peut-être comme des hystériques ou quoi. Et peut-être que si on avait des moyens d'action de dire au patriarcat, aux hommes en général, en fait, non, on n'est pas juste là pour décorer. C'est vraiment une lutte sociale. On n'a pas à montrer patte blanche toutes les 30 secondes, à vous assurer que ça va bien se passer, ce sera bien pour vous, vous allez même y gagner des choses parce que vous aurez le droit de vous habiller de manière plus féminine, d'être un peu moins viril parfois. Non, c'est pas comme ça que ça marche en fait, vous allez perdre vos privilèges. Donc voilà, je pense que dans ces luttes-là, ce serait bien d'être un peu plus déter, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Si, je suis 100% d'accord avec toi. Et j'ai perdu le fil de ce que je veux dire. Non, dans l'idée, tu as parlé de l'exemple de Martin Luther King, on pourrait aussi évoquer Gandhi, mais dans tous les cas, il y a tellement de critiques à apporter à ce qui s'est passé à l'époque. Gandhi qui était out sur tout ce qui a pu être fait d'affreux. Et Martin Luther King qui a finalement bien fonctionné, mais aussi parce qu'il y avait une complémentarité par ailleurs. Quand tu fais de la lutte non violente, il faut aussi être prêt à passer à l'acte, quoi. Et je pense à d'autres luttes qui ont été aussi, qui se voulaient potentiellement non violentes, mais avec du coup la menace derrière de devenir violent. C'est Mandela qui, en prison, a refusé du coup de communiquer avec ses militants pour leur dire restez tranquille. Non, il l'a pas fait. Il a dit à quoi ça sert la non-violence. C'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Et derrière, c'est bien pour fédérer. Voilà, on a l'adhésion de personnes peut-être moins dans la misère, moins prêtes à s'engager. Et derrière, l'idée c'est de dire que en fait on peut passer aussi à l'acte, quoi. Donc oui, la non-violence, faut pas ériger ça en dogme. Et je voudrais pas faire le jeu de Peter Gilberlos parce qu'il a le fameux livre Comment la non-violence protège l'État. Il est, ma foi, intéressant, mais il est critiquable aussi sur plein d'aspects, parce qu'il y a du cherry-picking historique, parce qu'il y a un point de vue un peu particulier, puisque c'est un militant qui est pro-armes et libertarien aux États-Unis, donc c'est voilà. Il y a eu voilà, à nuancer. à nuancer complètement, mais c'est vrai qu'il faut voir qu'il y a quand même tout un spectre de tactiques existantes et qu'elles sont complémentaires, certaines sont plus ou moins efficaces. Et là, pour le coup, je préférerais faire plutôt le jeu de Harry McBay sur son livre Full Spectrum Resistance et dire qu'effectivement, il y a en fait pas d'intérêt à utiliser une tactique de manière isolée si elle ne s'inscrit pas dans une stratégie. Et que oui, faire un mouvement non violent de la désobéissance civile, par exemple, ça peut être très intéressant, quitte à ce que ça soit même théâtral, même si on a tendance à en rire un peu en tant que personne plus radicale. En fait, il y a quand même un intérêt pour faire du recrutement, si derrière, on n'oublie pas que c'est ça l'objectif, et que ce recrutement est utilisé à bon escient pour derrière rétablir un rapport de force qui peut se faire, par ailleurs, éventuellement avec des dégradations, éventuellement avec du boycott, avec des choses qui sont considérées comme violentes par les institutions, mais qui ne le sont pas forcément quand on se rappelle du coup la définition qu'on a voulu
proposé tout à l'heure. Du coup, ce que tu citais, c'est Full Spectrum Resistance. Tout à fait. C'est ça, d'accord. Après, oui, c'était juste pour revenir 2 secondes sur la possibilité qu'on ait un gouvernement RN en 2027. Je ne le souhaite pas, évidemment, je prie tous les jours pour que ça n'arrive pas, mais admettons que ça arrive. C'est aussi des gens qui, une fois au pouvoir, ne nous laisseront plus en fait débattre gentiment, et à ce moment-là, on pourra faire toute la non-violence et qu'on veut, ce sera trop tard, quoi. Donc, on est aussi un peu dans une période où on se dit, ok, entre 2024 et 2027, il faut tout faire pour que le fascisme recule, en fait. Dans la rue, dans les urnes, partout, quoi. Ça me fait penser encore à cette histoire d'urgence et de ne pas avoir le choix de la violence et tout. Parce qu'en fait, on l'a dit plusieurs fois, on a l'impression qu'on a besoin d'être dans une situation vraiment catastrophique, d'être dans l'urgence la plupart du temps pour légitimer la violence. Et du coup, ça veut dire que parfois ça arrive trop tard, parce qu'une fois que c'est arrivé, on a encore moins de moyens d'utiliser cette violence-là, parce qu'on est encore plus réprimé, encore plus surveillé, et qu'il y a encore plus de moyens en face. Mais comme on l'a aussi dit, on n'a pas le même seuil, on vit pas les mêmes choses, on peut avoir des privilèges, on peut être plus ou moins opprimé, etc. Et du coup, ça veut dire que notre seuil, il va pas être le même à chaque fois. Et du coup, comment on pourrait, par quel moyen on pourrait s'unir davantage, alors que les gens sont pas prêts ils ont trop à perdre pour s'engager dans une lutte plus risquée, alors que même s'ils sont alliés, même s'ils seraient solidaires d'une autre lutte où les gens seraient déjà dans la nécessité d'utiliser la violence. Je trouve que c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile de se dire on va se mettre en action. Je pense que c'est pour ça qu'il y a le Black Bloc ou des antifas, des personnes qui se sentent capables de violence et qui se disent on va couvrir d'autres luttes, parce que moi avec tout ce que je dis, en fait on est dans des mouvements où on théorise beaucoup ça, mais devant les faits, notre genre, les femmes, on a énormément de mal, malgré tout, à faire preuve de violence. Donc c'est bien qu'il y ait des personnes qui se décident, on va se dire, nous par exemple, si on fait, peut-être pas une manif féministe parce que c'est parfois en non-mixité et tout, mais on va dire, les antifas, ils seront sur le côté des manifs, sur le côté des rues, pour voir si potentiellement il y a des groupes de fascistes qui arrivent pour nous taper et tout. Donc parce que nous-mêmes, même si on est préparés, on n'aura peut-être pas la même capacité en fait. Et puis comme on ne fait pas forcément tourner toutes nos valeurs autour de ça, ça arrive toujours un peu en deuxième position, quoi. Tu pourrais juste préciser un petit peu ce qu'on entend par le Black Bloc et leur rôle qu'ils ont dans les manifestations? Oui, alors j'essaie d'utiliser des termes qui sont pas trop militaires, mais on va dire que c'est des groupes, souvent avec beaucoup d'hommes. Il y a peut-être même un truc un peu masculin avec, mais bon, voilà quoi. Qui sont habillés en noir, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le Black Bloc, quoi. Et qui font un peu du service d'ordre dans les manifs, mais axé protection de la manif, au cas où il y ait mais y compris des flics en fait, qui soient violents envers les personnes de la manif. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, je suis assez d'accord avec ta définition, et notamment dans notre contexte actuel. Historiquement, je crois que ça vient de l'Allemagne, et il y a aussi une distinction qui s'effectue entre le bloc défensif et le bloc offensif, selon les stratégies qui peuvent être en cours là-dedans. C'est notamment dans les blocs offensifs qu'il y a la question, encore une fois, de la violence, de savoir à quel point elle est légitime, de savoir si en fait on déplace la fameuse fenêtre d'Overton, en rappelant que finalement, qui est du coup finalement la fenêtre de ce qui est acceptable ou non comme idée par la majorité des gens. Donc oui, il y a en France, et notamment dans notre contexte à nous, il y a quand même beaucoup plus des blocs défensifs qui existent. Donc c'est les personnes qui sont par exemple souvent devant les manifs, et à l'avant des manifs, des cortèges, et qui sont un peu en affrontement avec la police pour les faire reculer, pour protéger ceux qui sont derrière, quoi, c'est ça. Ouais. Du coup, je trouve ça intéressant parce que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que ça peut être un privilège d'avoir le choix de la violence, là on dirait que c'est des personnes qui, d'après ce que tu avais dit dans ta définition, qui choisissent la violence parce qu'ils se sentent et parce qu'ils sentent que c'est légitime, pour protéger d'autres personnes qui peut-être se sentiraient moins d'utiliser la violence et les laisser s'exprimer sous la forme de manifestation, quoi.
Oui, c'est un peu ça. Après, il faudrait demander à quelqu'un qui est dans le Black Bloc, personnellement, enfin, j'y suis pas, mais je pense que c'est aussi des personnes qui. Enfin, je sais pas exactement à quel moment on en a plus utilisé en France, bah, tu préciseras, enfin, je sais pas exactement, mais en fait, c'est aussi. On se rend compte que c'est de plus en plus utile, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se disent. Qui étaient dans des luttes annexes, en fait, qui étaient dans des luttes particulières, écologie, anti-racisme, féminisme et tout, qui se sont dit, ok, bah, dans notre groupe, quand on est en public, quand on est dans un espace public, on n'est pas capable de ce dont on discute en réunion, on va dire. Donc il faudrait créer une unité pour lutter contre cette violence dans la rue, quoi. Je voudrais effectivement rajouter des petites choses là-dessus. Aujourd'hui, il y a la grande difficulté du bloc, c'est de se coordonner avec le reste des intentions. Au sens où, dans la rue, il y a des syndicats et il y a une mésentente constante entre certains syndicats plus réformistes et qui sont plus dans la manifestation acceptable au vu des politiques publiques, qui est plus finalement une forme d'expression théâtrale, là où la vision du bloc c'est plutôt quelque chose de plus révolutionnaire, et donc il y a régulièrement des confrontations entre les syndicats et le bloc. Par ailleurs, dans d'autres contextes, parce que là on a parlé de la rue, mais il y a aussi les contextes du coup de manifestations, qui sont donc des manifestations qui incluent aussi de l'action, donc potentiellement donc de dégradation ou potentiellement juste symbolique, qui s'effectuent plus souvent en campagne. Et donc dans notre contexte, on a eu quelques luttes locales qui ont permis de voir fleurir de jolies manifestations. Où sont présentes des familles et aussi des gens du bloc qui se retrouvent parfois dans des endroits assez proches. Et là, il y a toujours la question de savoir si effectivement les manifestations sont des mouvements populaires et donc il faut inclure tout le monde, y compris les familles, s'arranger pour que derrière ces personnes-là puissent voir ce que c'est que du coup du désarmement qui est le mot utilisé pour parler de dégradation quand finalement les objets qui sont dégradés sont à l'origine des armes contre le vivant en l'occurrence. Et donc voilà, c'est la stratégie notamment des soulèvements de la terre de dire qu'effectivement il faut que cette fameuse fenêtre d'Overton elle bouge, donc que ça soit acceptable finalement de désacraliser la propriété privée et que les familles soient témoins de ça et qu'elles participent, que ce soit un mouvement populaire aussi pour que ce soit acceptable aussi d'avoir continué à avoir du coup ces manifestations. Par ailleurs, avec le bloc et la répression actuelle, il y a encore toujours cette question de est-ce qu'on accepte qu'il y ait un déferlement de répression violent sur tous ces gens, les gens du bloc et les dégâts collatéraux qui peuvent avoir lieu sur les familles. À quel point la stratégie doit être pensée pour éviter ça, à quel point finalement on joue le jeu des keufs en réduisant nos moyens d'action. Par ailleurs, c'est la faute des keufs, c'est eux qui sont à l'origine de cette violence. Donc il y a toujours des débats en interne terribles sur est-ce que la fin justifie les moyens. Donc je parlais du milieu des médics. Évidemment, cette question-là se pose à chaque fois. Tu peux repréciser ce que c'est que Oui, les street medics sont donc des personnes qui participent aux manifestations, actions, manifestations pour apporter des premiers secours et soins de manière générale, faire des évacuations aussi pour que les personnes qui soient blessées plus gravement puissent aller à l'hôpital ou en clinique. Voilà, donc de telle sorte à ce que ces personnes-là puissent être soignées, si elles n'ont pas été soignées du coup directement par les techniques. C'est vrai que ce que tu disais sur l'intérieur de la manif, justement, c'est assez intéressant sur est-ce qu'on fait une action qui risque de faire de la répression sur les familles, etc. C'est aussi une question qui peut se poser sur il y a des gens à l'intérieur de la manif qui potentiellement sont racisés ou n'ont pas de papier. Ou sont des personnes trans, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes si on fait de la dégradation ou si on commet des actes violents pour que en fait, ça ne retombe pas en fait, sur ces personnes-là qui sont tout le temps visées, quoi. Moi, ma réponse à ça, c'est toujours la même, c'est le consentement éclairé. Et on a un souci pour éclairer
correctement le consentement, que ce soit dans les manifestations. Et là, ce que tu m'as fait penser complètement aux prises de squat. Quand un squat est pris, la question est de savoir quelle tactique à choisir. Est-ce que la communication fait partie intégrante du truc et auquel cas il faut que les personnes qui bénéficient du squat soient présentes sur place pour montrer que finalement c'est pas des blancs qui viennent sauver des personnes racisées en allant du coup se mettre un peu en danger pour du coup ouvrir ce squat et après le mettre à disposition. Donc, récemment on a eu une tentative de prise de squat où des personnes racisées, potentiellement des personnes qui risquaient vraiment gros. Ça me questionne à chaque fois. Hein. Donc, à quel point on expose les gens à la violence. Comment on fait pour que leur consentement soit le plus éclairé possible. Comment aussi ne pas les inciter. Comment leur poser des questions qui ne soient pas fermées. Par ailleurs, là, il y a en plus, là, je l'ai mis le squat, il y a la barrière de la langue pour certaines personnes. Donc oui, c'est pas évident. Et puis alors il y a la barrière de la langue, mais pour les manifestations, la barrière c'est la barrière de il faut pas donner toutes les infos parce que finalement il y a potentiellement du coup des indiques sur place qui sont prêtes à communiquer toutes les infos qu'elles ont et à faire du coup échouer le plan, ce qui finalement arrive quand même assez souvent malgré tout. Donc il y a ce problème-là de la communication qui est difficile à adresser. Tu peux juste préciser ce que tu entends par ouverture de squat au cas où? Oui, donc une ouverture de squat, il s'agit de pénétrer dans un lieu qui est non habité et séjourner 48 heures avec des preuves afin du coup d'utiliser la loi pour dire que en fait c'est notre logement maintenant. Et voilà, donc après derrière ce logement, puisqu'il est donc squatté, il est possible d'y rester. Et après, donc, il y a une procédure judiciaire qui dure un certain temps pour du coup dégager les personnes qui sont dedans. Mais ça laisse un certain temps pour les personnes pour y vivre. Voilà. Dans les exemples que tu citais, c'est pour loger quelle personne, par exemple? Là, l'exemple que j'ai en tête donc de l'échec récent d'ouverture de squat, c'est concernant donc les mineurs isolés donc qui sont en attente d'attestation de minorité. En gros, c'est des personnes qui sont sur le territoire français, qui sont parfois scolarisées dans des situations assez précaires, qui sont mineurs et qui devraient donc être donc accompagnés en tant que mineurs, mais qui ne le sont pas. Puisque finalement on n'a pas encore prouvé le fait qu'ils étaient mineurs. Et les institutions qui sont en charge de faire ça prennent un temps considérable, n'ont pas de budget et sont pas spécialement coopératives. On dit aussi MNA. Oui. Oui, tout à fait. Merci pour... pour les personnes qui n'ont pas entendu mineurs isolés. Et on creusera ce sujet dans un prochain épisode du podcast. En fait, on est en train de s'éloigner un petit peu de la question parce qu'on a levé un paradoxe. En fait, on a résolu un paradoxe parce que à la base, on avait une question qui était qu'il y avait des moyens comme la violence, par exemple, qui seraient potentiellement compromettre nos valeurs ou aller à l'encontre de nos valeurs. Et là, avec toutes nos discussions, on a l'impression que ça paraît finalement assez compatible et que le dilemme, il n'est pas forcément là et qu'il n'y a pas vraiment de paradoxe sur ça. Et on peut continuer de parler de l'utilisation de la violence si ça vous inspire plus. Et sinon, on peut essayer de revenir un petit peu à des situations où on serait dans cette situation-là où on n'aurait pas eu envie d'utiliser un moyen que nos adversaires ou que le système oppressif contre lequel on lutte utilise pour éviter justement de compromettre un peu ces valeurs-là. Je pense par exemple à utiliser le mensonge pour faire de la propagande ou alors tout ce qui est financier ou de soudoyer des gens, etc. Toutes les choses contre lesquelles on lutte et que on peut dénoncer dans un système en place qui nous satisfait pas, dans une société qui nous satisfait pas. Est-ce qu'il y aurait des choses comme ça à laquelle vous pensez qui pourraient quand même être efficaces si on les utilisait, mais qu'on aimerait éviter, ou il y a un dilemme moral à les utiliser? Je trouve ça très intéressant comme question. Pour le coup, financier, alors là, faut pas me demander, je sais pas compter jusqu'à 4. Hein. Mais le mensonge, moi je trouve que
Enfin, c'est bizarre comme... parce que moi, justement, j'allais dire que le meilleur moyen, en fait, de lutter, si on enlève la violence, bah, c'est de bosser vraiment son sujet. Genre de savoir vraiment en parler, de pouvoir répondre à tout, même si bah, parfois c'est hyper compliqué. Mais bah, en fait, quand on arrive avec les faits, bah, je pense qu'on peut recruter tellement de monde. Enfin, je pense qu'il y a tellement de gens qui peuvent être d'accord avec nous si on a vraiment les faits. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de violence, on n'a pas reprécisé parce que j'avais pas mes notes sous les yeux. Mais par exemple, on peut clairement parler de terrorisme masculiniste, enfin, ça existe. Bon, j'avais juste vite fait l'exemple qui est souvent cité du 6 décembre 1989 au Québec, à l'école polytechnique de Montréal. Donc il y a un homme qui s'appelle Marc Lépine qui entre dans l'école de Polytechnique avec un treillis militaire et qui tue 14 femmes parce qu'elles étaient à Polytechnique et qu'il estimait que 14 femmes à Polytechnique, c'était 14 places que les hommes n'avaient pas, par exemple. Après, il y a des féministes qui théorisent aussi le terrorisme masculiniste en disant que les féminicides, c'est du terrorisme masculiniste. Là, entre janvier et novembre, on est à 122. J'ai vu un collage, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait. je défends vraiment, bref. Qui disait dans 14 féminicides, c'est Noël. Donc, tous les 3 jours, il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. On a eu le Tidor il y a 2-3 jours. Enfin, c'est le 20, donc. Voilà. Le quoi? Le Tidor, oui, je vais expliquer. Du coup, tu pourras repréciser, mais c'est le Trans Day Remembrance, quelque chose comme ça, mais en gros pour commémorer les morts et mortes, en plus principalement à cause de la transphobie dans le monde. Donc là, c'était 350 dans le monde, avec 93% de transfemmes, 80% de racisés et 46% de travailleuses du sexe. Travailleuses d'ailleurs, peut-être. Ouais, travailleuses du sexe. Donc en fait, quand on arrive avec des chiffres comme ça, j'espère qu'on est capable de mobiliser les gens avec les faits en fait. Et qu'on n'a pas besoin de mentir, enfin, parce que là, si on a besoin d'inventer des choses pires que ça, moi, j'ai plus d'imagination, quoi. Oui, c'est vrai. Après, peut-être qu'il y a le dilemme, il est plus dans la forme dans laquelle on utilise les faits. Peut-être parce qu'en face, on va avoir des médias qui vont inonder d'informations qui vont jouer sur les émotions, qui vont faire des raccourcis, etc. Et du coup, on pourrait aussi faire la même chose. Ça pourrait, alors peut-être qu'on n'a pas les moyens financiers pour inonder. Ça, c'est une chose, si on peut pas le faire, mais ça fait aussi partie de la question de si on pouvait, est-ce qu'on le ferait, d'un point de vue financier, est-ce qu'on aurait des milliardaires qui inonderaient comme ça de petites phrases un peu raccourcies mais qui seraient dans l'autre sens, est-ce qu'on voudrait utiliser ça? Et il y a aussi à plus petite échelle, nous quand on discute ou quand on a des alliés dans les médias qui nous défendent, est-ce que c'est efficace de s'en tenir aux faits, ou est-ce que ça pourrait pas être plus efficace de faire un peu plus de rhétorique, de jouer un petit peu plus là-dessus? Et si c'était le plus efficace, est-ce qu'on voudrait vraiment faire ça, ou est-ce que ce serait dérangeant pour nous, quoi? Alors, oui, alors moi je suis vachement. Alors, j'étais vachement témoin de ce genre de dérive. Je pense que pour revenir sur le mensonge, je pense qu'on ne le fait pas parce qu'on n'a pas intérêt à le faire. Je pense qu'il y a des gens qui s'en priveraient pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas intérêt à le faire? Parce qu'en fait, on est aussi du côté de la vérité. Et c'est notamment excessivement vrai quand on parle de statistiques. Mais je pense moi aussi côté rapport du GIEC et écologie de manière générale, c'est parce qu'on a ça derrière nous qu'on continue à être crédible, et c'est parce qu'il y a ça qu'on se bat. C'est parce qu'il y a cette vérité-là. Si on commençait à déformer la vérité, en fait on serait du coup dans un dogme qui serait plus défendable auprès des gens, et on n'aurait même plus l'adhésion de ces gens-là. Ouais, moi je suis d'accord. Justement, en général, on a tendance à s'ériger en camp de la vérité contre les fake news, contre tous les. Je sais plus comment on dit, mais oui, les complotistes, que ce soit des complotistes transphobes ou racistes comme le grand remplacement, etc. Après, sur la question de la forme, moi je pense qu'on. Déjà, rejeter l'émotion, je trouve ça bizarre. Enfin, là, moi je dis des statistiques de manière un peu froide et tout, mais je pense que si on traite vraiment de la question. Si on n'a aucune émotion, on est un genre de psychopathe, quoi. Et après, pareil, je pense qu'on n'échappe jamais à quelques petites entourloupes rhétoriques. Voilà. Oui, je pense que c'est monnaie courante en fait d'utiliser la rhétorique parce que déjà on a été éduqué comme ça.
Donc il faut faire preuve de déconstruction là-dessus. Récemment, j'ai des discussions sur la transphobie intériorisée avec des copains, et donc on fait attention à ces choses-là, mais c'est un effort conscient de faire attention à la rhétorique, et parce qu'on est dans un contexte amical, donc on ne cherche pas forcément à se marcher dessus. Là où on est dans un rapport de force, la rhétorique elle est utilisée abondamment, déjà parce que beaucoup des porte-paroles qu'on a sont un minima politisés et se retrouvent en fait dans le jeu de la politique qui fonctionne grâce à la rhétorique. Par ailleurs, et il faut le voir, beaucoup de mouvements qui veulent perdurer ont un récit. Le récit oui, telle lutte est importante car ceci, les conditions matérielles, et c'est notamment très vrai récemment donc, dans ce que j'ai pu lire sur l'antispécisme. Comme les gens ne sont pas directement concernés par l'antispécisme, puisqu'ils ne sont pas eux-mêmes opprimés et qu'ils luttent pour autrui, luttent aussi contre quelque chose qu'on nous a enseigné, puisque du coup il faut se déconstruire pour se reconstruire. Il y a un récit, il y a ce récit pour se reconstruire. Reconstruire du coup la fameuse urgence, reconstruire le fait que du coup c'est des quantités astronomiques de morts chaque jour, reprioriser ça pour que les militants et militantes se sentent de participer aux actions. Donc il y a quand même finalement une forme de rhétorique, il y a quand même des moyens un peu politiciens, je dirais, qui sont en place dans nos luttes pour galvaniser les militants et militantes. Qu'est-ce qu'on en pense ? Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça, mais par ailleurs, je crois qu'il y en a aussi, ce serait fermer les yeux que de se dire que ça existe que dans ce milieu-là. Ça existe dans tous les milieux, ce genre de récits, et ils sont conscients ou inconscients, et ça permet aussi, quand nous-mêmes on fait des choses, de se sentir légitime à les faire. Qu'on les diffuse ou pas, ces récits-là, on les construit. Et puis après, sur la question, pour revenir vite fait sur la question du mensonge et tout, moi je me dis que l'accès à l'information, une information vraie, c'est aussi un de nos droits dans la démocratie, quoi. Je pense que c'est aussi ça qui fait la démocratie, c'est d'avoir accès à une information vraie, et à partir du moment où on se fait complètement gaslight par des médias qui disent n'importe quoi à longueur de journée, c'est déjà, on va dire, une attaque qui est faite à la démocratie, enfin dans l'idée complètement idéale que je me fais de la démocratie, quoi. Oui, du coup j'ai l'impression que par exemple la rhétorique, c'est un peu comme ce qu'on a dit un peu avec la violence tout à l'heure, c'est on a en face des gens qui utilisent ces armes-là, et en fait on le fait en réaction, parce que sinon on va avoir en face un discours qui va avoir plus de poids que le nôtre, alors qu'on est plutôt du côté de la vérité. Mais pour pouvoir diffuser ce discours, on est un peu obligé d'utiliser ces armes-là pour en réaction, quoi, pour que ce soit autant entendu, quoi. Oui. Complètement. Et une autre arme à laquelle je pense, qui est clairement une arme institutionnelle, c'est celle du droit. Combien de fois les luttes écolos ont utilisé le droit pour se prémunir, mais du coup le légitimant. Et en même temps, on est dans un contexte où on ne peut pas faire que du rapport de force par le désarmement, parce que la répression étant ce qu'elle est, c'est impossible. Et utiliser le droit rend aussi la lutte plus accessible pour les sociodémocrates et autres réformistes qui souhaiteraient participer quand même aux luttes écolo. Voilà, c'est pas... Au niveau, je dirais, des moyens matériels et du contexte, c'est aujourd'hui difficile d'imaginer une lutte locale sans l'aspect droit. Et c'est comme ça, et c'est logique, quoi. C'est très bien comme ça. Oui, puis au final, ça rentre dans ce que tu disais tout à l'heure, d'utiliser le spectre complet de la résistance, pour citer le nom Full Spectrum de Résistance, où le but c'est qu'il y ait une complémentarité entre les moyens d'action, avec des personnes un peu plus radicales qui peuvent utiliser la violence physique, des dégradations, et puis des personnes qui vont utiliser le droit pour faire avancer les choses. Finalement, ça me paraît assez cohérent. Ouais. Je ne sais pas si ça vous inspire beaucoup aussi comme type d'arme, mais quand on a dit financier tout à l'heure, je n'avais pas forcément d'exemple en tête, mais je me dis qu'il y a aussi parfois des dilemmes moraux par rapport à la source de l'argent. Enfin, je ne sais pas si ça rentre totalement dans le sujet, mais je sais qu'il y a quelques années, il y a eu des personnes, des héritiers ou héritières de pétroliers, quelque chose comme ça, qui voulaient donner de l'argent à des collectifs de désobéissance civile. Et il y avait un dilemme de est-ce qu'on prend cet argent-là alors qu'il vient du pétrole, ou est-ce qu'on le prend pas pour garder notre indépendance et tout. Et je trouve que c'était assez intéressant aussi, ça rentre un peu dans le sujet de se dire
même pour enfin, on peut se poser la question même pour ça, quoi, même pour juste finalement de l'argent, on pourrait se dire c'est juste de l'argent et s'il va nous servir à faire des choses pour la bonne cause et qui vont dans le bon sens, bah ok, on prend. Mais il y a quand même eu des divergences et du coup il y en a certains qui acceptaient l'argent et d'autres non. Je pense que si ça vous inspire quelque chose. Bah, dans le cas présent, je crois que j'avais déjà entendu parler de cette affaire, mais dans le cas présent, c'est surtout que s'il y a une entreprise qui fait ça et que ça se sait, elle se greenwash en fait, enfin, elle se donne une bonne image d'entreprise écolo alors que ça reste des merdes quoi. Donc là, ça pose quand même un problème. Mais oui, c'est une question intéressante à laquelle il faut réfléchir, mais y compris quand il y a des gens qui font des actions, moi je fais des études de cinéma et il y a des gens qui font des documentaires écolos, mais en fait la manière qu'ils ont de faire un documentaire pollue la moitié de la planète. Donc est-ce que leur documentaire est écolo question quoi. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre d'injonctions morales qu'on a qui oublient la racine de pourquoi est-ce qu'on les a. Je pense notamment, j'ai eu des débats sur l'horizontalité avec des copains récemment, et où l'horizontalité était une fin en soi pour LE, alors que finalement la question c'est de savoir comment on évite les prises de pouvoir. Si l'horizontalité vient à disparaître temporairement parce qu'un mandat est donné, qu'il soit temporaire, révocable ou non, parce qu'il y a besoin temporairement de prendre des décisions, soit. Et je pense que c'est pareil pour la question de l'argent. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est pas l'argent. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est les prises de pouvoir. L'argent, il y en a besoin pour financer les procès. D'ailleurs, faites des dons. Mais voilà, il y a besoin d'argent. La question, c'est comment on fait pour l'accueillir de manière à ce que ça pose pas de problème en interne et aussi effectivement à l'extérieur, avec donc potentiellement du greenwashing, etc. etc. Éviter que derrière cet argent-là crée du coup les tensions qui sont inhérentes à l'argent et à sa distribution, éviter qu'il y ait une prise de pouvoir et une influence par les personnes qui donnent, que ce soit des industriels ou des personnes qui souhaiteraient potentiellement s'investir et utiliseraient cet argument de l'argent-là pour finalement orienter les décisions du collectif. Tout ça, il y a des moyens de s'en prémunir et il y a tant de choses qui ont été écrites sur les rapports de domination au sein des collectifs, sur l'anarchie, qu'aujourd'hui on a ce qu'il faut pour dire en fait on pourrait accepter l'argent, mais d'une certaine manière. Et ça me fait penser ce que tu dis sur le fait que ça puisse orienter les décisions et tout, d'être influencé par les personnes qui ont donné les sous. En fait, j'ai même l'impression que ce truc-là, il suffit que les gens le pensent pour que ça puisse décrédibiliser le mouvement. Et donc, je pense que ça peut aussi motiver des personnes à avoir refusé l'argent en se disant, en fait, même s'il reste dans l'ombre, même s'il nous influence pas, il y aura toujours des gens pour dire, vous avez accepté l'argent du pétrole et tout, donc ça se trouve, vous êtes influencé. Donc, ça peut aller loin, je pense. Mais c'est surtout très drôle en fait comme anecdote que des gens du pétrole veuillent donner justement à... Enfin bref. Un acte de rédemption sans doute. Oui. On attend le César de Polanski dans les plus brefs minutes. Est-ce que du coup ça vous va si on fait un dernier tour avec si jamais vous avez envie il y a des sujets qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder et que vous voulez aborder ou si vous voulez quelques informations ou donner des références, etc. Et puis sinon, on va faire une petite conclusion. Après, moi, je dirais, en tout cas, de ce que j'ai retenu de ce qu'on a dit ensemble, c'est que la violence, elle se réfléchit collectivement, qu'il faut faire attention à ne pas mettre des personnes qui sont souvent en danger, encore plus en danger que d'habitude. Et après, il faut l'adapter à nos adversaires. Je dirais pas mieux. À la base, on s'était posé la question, peut-on lutter efficacement contre ses adversaires sans compromettre ses valeurs ? Et finalement, j'ai l'impression qu'on a vite... il y avait un paradoxe, il y a quelque chose qui paraissait être un paradoxe qu'on a vite résolu, qui est que finalement, utiliser par exemple la violence physique, c'est pas forcément paradoxal avec nos valeurs, puisque c'est juste un moyen, et ça peut être une réaction, et ça peut même être un moyen de survivre. Et finalement, sur l'aspect violence, on a vu que tant que c'était... on a vu que ça pouvait être juste un moyen et qu'il fallait le mettre en perspective aussi avec une violence systémique. Et moi, je retiens aussi qu'on s'est posé la question sur le fait que se poser cette question pouvait être un privilège, puisqu'il y a des gens qui n'avaient pas le choix d'utiliser la violence. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une citation, je crois que c'est de Nelson Mandela, qui est « La violence n'est jamais le choix des opprimés ».
Et du coup, on a vraiment questionné cette idée de est-ce qu'on a vraiment le choix? Et après, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être d'autres armes de nos adversaires. On a questionné un petit peu pour voir si ça pouvait rentrer dans nos valeurs ou non. Mais finalement, j'ai l'impression qu'à travers les différents sujets, à chaque fois, on a le côté de c'est une réponse et c'est pas forcément un choix, et qu'en face, on a une violence systémique qui peut parfois être cachée, qui peut parfois être un peu pernicieuse, et souvent, c'est la violence à laquelle c'est la réponse violente qu'on utilise qui est pointée du doigt, parce que justement, comme on l'a dit, il y a un discours qui est un peu dans nos mœurs, on nous a appris à être non violent, que c'était jamais la solution, qu'il fallait absolument pas être violent. Et en fait, à force d'avoir appris ça, dès qu'on utilise la violence pour se défendre, pour se protéger, pour lutter contre quelque chose, on est pointé du doigt, alors qu'en fait, on ne voit pas toute la violence qui peut être psychologique, qui peut être violence, et qui est systémique et qui menace des gens au quotidien, et pour lesquels, du coup, la violence en tant que réponse, c'est pas vraiment un choix, quoi. Merci Alex et Salomé d'avoir discuté avec moi de ce sujet très intéressant, et merci de nous avoir écoutés pour ce nouveau podcast. Merci de nous avoir invités. Merci.